Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. One small step for man, one giant leap for mankind. 21 juillet 1969. J'ai 6 mois dans le ventre de ma mère lorsque je reçois cette voix lunaire en direct. Premier pas de l'homme sur la Lune. Waouh! Enfant, j'ai ce rêve, devenir pilote de chasse, puis astronaute. Comme des milliers d'enfants, je rêve d'extraordinaire, de sensations fortes, de dépassement dans l'inconnu, comme le capitaine Kirk dans son vaisseau Enterprise, ou Chuck Yeager, qui est le premier à passer le mur du son. Je veux faire ce que font les héros, aider les autres en me dépassant, être reconnu. Mais à 8 ans, ils ont brisé mon rêve en 1000 morceaux. J'ai dû porter des lunettes tous les jours. Adieu l'astronaute, adieu le pilote de chasse. J'ai dû trouver une nouvelle voie, passer cette barrière. Alors, en juillet 93, je deviens ingénieur. Ce que j'aime dans le mot ingénieur, c'est ingénieux, qui pense en dehors du cadre, qui trouve des solutions, quelle que soit la situation. Ma spécialité, l'innovation appliquée dans les milieux les plus complexes, les plus variés. Et vous, votre spécialité, ça m'intéresse. Parce que nous allons partir en voyage ensemble dans 3 de mes mondes. Les hélicoptères, un réacteur de centrale nucléaire et un record du monde en sport extrême à haute vitesse. Et pour cela, j'ai besoin de chacun de vous. Alors en 1994, j'ai 24 ans, avec mes lunettes. Je suis jeune ingénieur. Je sors de mon école, je pars aux États-Unis, chercheur scientifique. Un beau sujet, mais je suis seul, je suis terrorisé. Je parle très mal anglais. Je vais dans le plus grand des labos qui travaillent sur les hélicoptères, et ce sont les meilleurs chercheurs du monde. J'ai découvert le sujet il y a seulement 2 mois. Le sujet, mon sujet, l'interaction des pales avec les tourbillons qui sont émis à leur extrémité. La pale tourne, elle crée un tourbillon et elle recroise son tourbillon. Et ça fait un choc, bam, aérodynamique, très violent. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'hélicoptère dans les villes. Trop de bruit, boum, 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 boum. Je dois étudier ce sujet. Dans l'université, c'est très simple. La communication, à midi, chinois ou mexicain? Ils ne parlent pas, c'est des mails en 1994. Encore aujourd'hui d'ailleurs, je suis sûr. Alors d'un côté, il y a ma famille, des tourbillons et des pales. On travaille que sur les tourbillons, leur naissance, leur vie. De l'autre côté, je découvre qu'il y a des gens qui travaillent sur les pales d'hélicoptères et qui cherchent à tordre les pales au maximum. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils tordent les pales au maximum. Super. Mais ce n'est pas mon sujet. Et puis il y a les aéroacousticiens. Alors eux, ils calculent ce que font les autres et savoir le bruit que va faire l'hélicoptère. Grand sujet. C'est une barrière pour moi. Je tourne en rond au bout de 2 mois. Je suis aux limites de la connaissance. Je creuse. Ça n'avance pas. J'ai cette barrière, je veux avancer. Je veux trouver autre chose. Alors je commence à regarder ailleurs. Je pense autrement. Et si mes amis des tourbillons ont donné des consignes à nos voisins des pales, qui ne communiquent pas, en leur disant, voilà, quand je m'approche du tourbillon, je bouge ma pale comme ça. Le choc aérodynamique va diminuer. Peut-être que l'aéroacoustique va dire, super, on baisse le bruit. Effectivement. On se met tous à travailler ensemble, derrière mon idée, c'est validé. 12 mois après,
on valide que ce bruit peut être, c'est de la faisabilité, on en parle à 10 ans, peut être diminué par 4. Énorme, un enjeu énorme. C'est un nouveau champ en fait, un nouveau champ de recherche. Ça intéresse tout le monde. Une publication, je pars au Texas parler de tout ça. C'est un succès, je suis jeune ingénieur là-dedans, et je suis touché par ça. On peut faire bouger les lignes. Pendant 15 ans, cette publication va être reprise par d'autres. Alors on va changer de monde, parce que le temps presse. On va partir dans un autre monde, celui du nucléaire. 24 mai 2015, dimanche soir, veille de week-end pascal, de lundi de Pâques. Un appel de Marc, du centre d'ingénierie du parc nucléaire. Il me dit, Marc, pas parfait, Marc, on a un gros problème, il faudrait peut-être que tu nous amènes une solution, on ne sait pas quoi faire. Bon, c'est quand même curieux. L'entreprise, et ceux qui interviennent, c'est 200 000 personnes dans le monde, et on m'appelle moi. Le souci est quand même majeur. Nous avons un arrêt de tranche, le réacteur est arrêté, le combustible a été évacué, l'eau dans la piscine où se trouve le réacteur qui le protège est enlevée, et ce réacteur a le ventre à l'air, va avoir le ventre à l'air dans 5 jours. L'air à l'intérieur, avec des poussières contaminées, peut s'échapper dans le bâtiment réacteur et contaminer tout le bâtiment réacteur. Ça veut dire arrêt de la tranche. Dans 5 jours, ça leur coûte 1 million d'euros par jour. Qu'est-ce que je fais? Le plus simple pour moi, c'est de reculer. Non, on va y aller. On a 5 jours pour faire un petit exploit. Il faut trouver une solution technique. On trouve la solution, on met en place la procédure, j'écris la procédure, et puis on va faire ce voyage dans le bâtiment. Tous ensemble. Quand on rentre dans une centrale nucléaire, la première chose, vous imaginez, on va badger, puis on va rebadger, puis on va rebadger, puis rebadger. Et puis on arrive à un endroit, c'est un vestiaire. Avant de rentrer, ce qu'on dit en zone, à l'intérieur du bâtiment réacteur. Cet endroit-là, c'est vachement sympa, ça vous met en condition. C'est un vestiaire homme, femme. Par contre, on se met en slip, tous. Vachement sympa. Puis on a un badge, on a un dosimètre qui va mesurer la contamination, puis on arrive devant cette porte, c'est la dernière entrée dans le bâtiment réacteur, on est toujours en slip. Et puis on badge, puis on espère qu'une chose, c'est que quand on appuie sur le bouton, ça s'ouvre. Parce que derrière, on va pouvoir s'habiller. Effectivement, on s'habille en blanc, on arrive dans le bâtiment réacteur. Et là, je vous avoue que je ne suis pas quand même tranquille. Parce que j'ai écrit une procédure, j'ai visualisé la procédure, la technique est OK, c'est bon, mais là on passe dans un autre monde. Il va falloir aller au fond. Et c'est moi qui vais devoir aller au fond tout seul. Parce qu'il faut faire, dans ma procédure, des nœuds pour couvrir ce réacteur que l'on voit là. La zone est contaminée, je dois m'approcher, rentrer à l'intérieur. Je mets des chausses, je mets une combinaison pour me protéger de la contamination, puis je mets un micro, des écouteurs, parce que je vais être seul en bas et je vais communiquer avec vous là-haut. Je descends au fond, dans cet environnement-là. Et c'est ça qu'on voit. 10 mètres d'inox au-dessus de la tête. Ça grésille. Je ne suis pas fier du tout. Je ne suis pas bien du tout. Mais pourtant, il faut faire le job. Donc je fais ce que j'ai prévu dans ma procédure. Et je voulais l'ambiance spatiale. Mais là, j'ai mon ambiance spatiale, j'y suis là. Je suis au fond. Je fais mon truc, c'est bon, ça dure le temps qu'il faut. J'ai 15 minutes parce que j'ai la radioactivité de ce bâtiment-là, de ce réacteur, qui fait que je dois rester à plus d'1 mètre parce que mon compteur mesure ce que je prends comme dose. La radioactivité est partout. On ne la voit pas, mais elle est là. Je fais ce que j'ai à faire et puis là-haut, ça traîne. On perd du temps, je m'énerve. Mais je prends sur moi et puis j'observe autour de moi cet environnement-là, cet inox. J'imagine le combustible qui sort du réacteur, qui est évacué, qui est remplacé. C'est magique. Quelle fierté d'avoir pu, juste avec des hommes, avec la volonté, être allé jusque-là. Avoir pu faire quelque chose qui paraissait impossible seulement il y a 5 jours. Pourtant, ça s'est fait. C'est possible. Alors, on va changer de monde, partir dans une autre sphère. C'est justement juste quelques semaines de cet événement-là. Mon ami Eric Baron, champion de VTT, sport extrême, 14 records du monde, en 2000, bat un record du monde de vitesse en VTT
avec 222 km/h sur neige. Vous avez peut-être vu ces images à la télé. Un bonhomme en rouge qui descend très vite. Et à l'époque, j'avais travaillé avec lui, je l'avais rencontré à Toulouse d'ailleurs, quelques années avant. J'avais fait le design aérodynamique du vélo. Donc je sais que ce vélo était un prototype et qu'il est très performant. Très performant. Et en 2012, Eric, que l'on voit là, en rouge, me dit, écoute, je veux me réattaquer à nouveau à mon record de 2000. Il ressort d'un très grave accident en 2002 et il veut repartir dans l'aventure. Je sais que le challenge est énorme. Qu'est-ce que je fais? Je dois réfléchir 10 secondes, je pense. Et puis, OK, on y va. J'ai deux rôles, l'ingénierie du vélo, et puis d'un autre côté, le management des hommes sur place pour le libérer mentalement. La technique est partie, ça y est, le projet démarre. Ça part comme ça. Feuille blanche. On s'appuie sur notre connaissance, on s'appuie sur les nouvelles technologies. Il faut imaginer le vélo de nos rêves. Alors on le dessine. On dessine ce vélo, tout doucement, très bas, allongé, des grandes roues à l'avant, à l'arrière, des petites suspensions, une bête de course. Dans notre tête, ça c'est un dessin. On réalise une base de vélo, une matrice de vélo. Un VTT, ça ressemble à un VTT, un peu spécial, mais ça ressemble à un VTT. On met Eric dessus, on le scanne, on fait des calculs, 75 passes de calcul, 75 carénages différents pour arriver à ceci. 40 000 heures pour ceux qui aiment bien les chiffres, 40 000 heures de calcul sur des machines 24 Pros. C'est énorme. 10 ans, c'était impossible à faire. Et puis derrière, on arrive à ceci. Le vélo, animal, ergonomique, fait pour battre des records. On sait que c'est une Formule 1. Puis quand on met Eric dessus, ça fait ça. On est encore plus loin là. La technique, top. Super. Soufflerie, super. Tout marche, nickel. Mais la technique, il faut l'oublier très vite quand on veut faire ce genre de choses. Je ne vous passe pas la photo. Eric n'a pas voulu. Il était en caleçon là-dessus aussi. Et il n'a pas voulu que je mette la photo. La réalité, elle est là maintenant. On passe dans autre chose, dans l'émotionnel, ici, dans la pente. Alors on va imaginer ça. Parce qu'il faut se mettre dans la tête du champion qui va faire son record. On est là pour l'amener à le faire. Il faut penser comme lui. Alors, je vais vous demander d'y participer. Vous allez regarder votre voisin pendant 10 secondes, les yeux dans les yeux, maintenant. Vous imaginez qu'en face de vous, c'est moi qui suis là, qui vais vous mettre le casque sur la tête. Vous avez le casque d'Eric sur la tête. Pensez, 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 concentrez-vous. Maintenant, vous revenez vers moi. Écoutez, on est au départ. 3, 2, 1, go. On est sur le vélo comme ceci. On est libéré, on est comme en chute libre. La première partie du run, le premier tiers, la piste est bosselée. On est en appui sur les pieds et on doit stabiliser. C'est du pilotage, il n'y a pas d'aérodynamique. Après un tiers à 180 km/h, on tire vers la droite, comme on a vu la reconnaissance hier. On tire vers la droite. Et là, on va se mettre sur la piste qui est la plus régulière. Et là, il faut changer le mindset, il faut changer l'état d'esprit. On pousse sur les genoux devant, on bloque le bassin derrière comme il est là, et on regarde que la roue avant à 220 km/h. OK? Vous êtes prêts? Pensez à ça. C'est ce qu'on va vivre maintenant. 28 mars 2015. Nous sommes en haut de la piste de kilomètres lancés de Vars, 2700 mètres d'altitude. Nuit noire. Moins 20 degrés ressentis. 70 km/h de vent latéral, en rafale. C'est glacial. Je suis pas bien. J'en charge tout ça. C'est moi qui vais décider. On prépare la plateforme de départ. On y est. Tout se met en place. Crampons à glace, cordage de sécurité. Nous sommes prêts à partir. Tension est maximale. Le vent baisse un tout petit peu. Je dis OK pour le départ. On va y aller. On va chercher Eric. Il nous rejoint. On y va. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? OK. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Go. Dans le vert, pas trop de vent et pour l'instant il est de l'eau. On amène le vélo en position.
c'est bon là. Encore à droite, c'est bon. Droite, à droite. Ouais, ok. Départ imminent, on reste prêt. 3, 2, 1, go. Ouais. 223, 30 km/h. 223, 30. Record battu. Et dans ces conditions, c'est... Voilà. Merci à tout le monde et merci Eric. C'est bon ça, hein? C'est énorme. Alors imaginez ces moments, c'est juste après le record. 10 minutes après le record. Ça. Votre succès, les succès que vous avez pu avoir, vous ressentez ce moment où vous avez fait le travail, vous êtes bien, vous êtes en paix avec vous-même. C'est profond, c'est l'émotion intense. C'est peut-être la joie simple, profonde de ces héros de l'ombre, de ceux qui aident les autres à se réaliser. Alors, c'est une énorme émotion pour moi, défi de me livrer, de vous raconter ma vie comme ceci. Parce que je dois dépasser mes propres émotions, mes propres barrières émotionnelles. Et c'est grâce à mes héroïnes de l'ombre, à moi. Alors à 8 ans, ils ont brisé mon rêve. J'ai dû porter des lunettes, c'est vrai. Mais c'est aujourd'hui que je réalise que grâce à cela, j'ai pu franchir d'autres barrières, accéder à d'autres rêves, tous les jours. Peut-être encore plus fous ces rêves. Dans 2 jours, j'ai 45 ans. Je réalise que je suis devenu le héros de ma propre existence, tantôt dans l'ombre, tantôt dans la lumière, mais peu importe. Au fond, nous pouvons tous être le héros de quelqu'un. Et vous, de qui êtes-vous le héros ? Merci.